féminin du coup. Sympa. Écoutez, quand vous voulez, je vous invite à monter. Ah d'accord. Comment? Vous faites un tour. Bon après-midi. Bon après-midi à tous. J'espère que vous survivez à cette chaleur derrière vos masques. On prend une grande inspiration. On est ravis de se montrer visage découvert auprès de vous. Je suis votre animatrice de panel pour cet après-midi et j'ai le plaisir de vous emmener pendant une demi-heure dans cette discussion en compagnie de 3 interlocutrices. Je vais commencer de l'autre côté de la scène par Julia Bijaoui, qui est la fondatrice de Frichti. Frichti qui bien sûr fait de la livraison de cuisine maison, d'épicerie, de plats cuisinés de toutes sortes. À ses côtés, c'est donc Melvina Sarfati, la DG France de Deliveroo. Donc Deliveroo qui également fait de la livraison de plats cuisinés sur un créneau un tout petit peu différent. On a installé 2 concurrentes côte à côte aujourd'hui. Qui sait ce qui se passera. Et enfin, à ma droite, Elisabeth Colléon, qui est donc Chief Marketing Officer de Conto. Conto qui est une néobanque à destination des entrepreneurs, des petites entreprises et des freelances, si je ne m'abuse. Donc aujourd'hui, on va parler de... Le panel est intitulé The Definition of Opportunity Threat. Et peut-être qu'on va garder ce mot pour nos prochaines parties de Scrabble et se contenter plutôt de le définir. On va parler ensemble des opportunités qui existent dans la crise. On a vu au début de la crise du Covid-19, les investisseurs se ruaient tous pour conseiller aux startups diverses de faire 2 choses, gérer leur cash, consolider leurs relations avec leurs clients, et en gros se recroqueviller sur eux-mêmes autant que possible et essayer de survivre, attendre que ça passe. Et aujourd'hui, on va prendre un point de vue un peu différent, puisque les 3 personnes qui vont s'adresser à vous aujourd'hui ont trouvé des opportunités dans cette crise, des opportunités à saisir et une position un peu plus offensive que simplement défensive pour passer au travers du Covid-19. Alors, pour commencer la discussion, c'est vrai que je me questionne. Donc, on a beaucoup entendu parler du fait que le Covid a accéléré l'adoption du digital de toutes sortes, a changé les usages du côté des consommateurs. Pour autant, tous n'y ont pas trouvé des opportunités. Alors j'aimerais que chacune, vous me disiez déjà, qu'est-ce qui fait que dans ce contexte très particulier, vous avez saisi ou flairé une potentielle opportunité et quelque chose qui vous permettait d'être offensif. Julia, peut-être qu'on commence avec toi et on fera le tour. Oui, mais merci beaucoup, ravie d'être là. Donc effectivement, je pense que le Covid ne crée rien, il accélère juste des tendances qui étaient déjà là. À savoir notamment la digitalisation, comme tu viens de le dire. Donc forcément, pour des services comme les nôtres, qui proposons une digitalisation de secteurs qui ne l'étaient pas jusqu'à présent, forcément, ça ouvre, ça fait grandir ce marché potentiel de clients. La deuxième chose, c'est que je pense que ça nous a tous questionnés sur notre manière de consommer. On s'est tous arrêtés un petit peu dans notre frénésie de consommation et posé la question de qu'est-ce qui était essentiel, moins essentiel. Poser la question dans ce temps de l'impact qu'on avait sur notre planète, sur notre santé. On s'est beaucoup posé la question de notre santé. Et donc je pense que ça a fait accélérer pareil une tendance qui était déjà là, qui est la volonté de mieux consommer. Et pareil, nous, c'est un de nos combats chez Frichti, c'est proposer une équation qui permette de bien manger de manière pratique et abordable. Donc finalement, tous les éléments macroéconomiques qui ont généré le Covid sont là pour accélérer tout simplement l'essence de notre business model. Et ça, c'est sur la partie B2C. Et sur la partie B2B, c'est un petit peu pareil, puisqu'on propose d'installer des cantines digitales sans aucun coût. Et on pourra revenir dans le détail, mais là aussi, les solutions existantes ont du mal à résister face au Covid. Et là encore, c'est une opportunité. Donc, je ne sais pas si on a, entre guillemets, la chance, en tout cas nous, d'être sur un secteur qui, de par le Covid, a vu des tendances fortes sur lesquelles on était basé s'accélérer.
Et effectivement, on a su les cultiver. Je pense que pour nous, la plus grosse menace, c'était peut-être de fermer pendant le confinement. On a réussi à rester ouvert, à réorganiser toutes nos opérations, à rebasculer toute notre demande client sur la partie supermarché qui connaissait un essor très très fort, là où la partie plat cuisiné avait beaucoup plus de mal. Et donc, c'était une mobilisation interne très forte pour justement ne pas se laisser abattre par la menace, mais essayer de saisir l'opportunité que pouvait représenter ça et tout simplement la volonté de maintenir le service pour nos clients. Je rebondis juste là-dessus avant de continuer. Donc du coup, ça s'est fait en 2 temps, si je comprends bien, chez vous. C'est-à-dire au départ, une certaine attente pour voir est-ce qu'on va pouvoir continuer à opérer. Et ensuite, se poser la question Premier temps, on a quand même 250 salariés sur le terrain et 500 livreurs auto-entrepreneurs. Donc premier temps, ça a été de se dire comment est-ce qu'on peut les protéger pour continuer à opérer dans cette crise sanitaire. Est-ce que même on ne devrait pas fermer l'activité puisqu'il y a des aides de l'État très généreuses, pourquoi faire prendre des risques? Mais au final, ça nous a paru comme naturel et responsable en tant qu'entrepreneur de maintenir le service, que d'accompagner nos clients. On s'est aussi beaucoup organisé pour mener des grandes actions de solidarité. Donc on a par exemple offert 35 000 repas avec nos clients aux hôpitaux qu'on a livrés pendant toute la durée du confinement. Et bref, donc la première question, ça a été est-ce qu'on ferme? La deuxième, c'est non, on reste ouvert, mais par contre, il faut qu'on protège les gens qui travaillent pour nous sur le terrain et qu'on se batte. Il y avait 2 ou 3 personnes full-time qui étaient affectées à trouver des masques et des gels hydroalcooliques. On payait des vigiles dans nos centres logistiques pour faire respecter les mesures barrières. Enfin, ça a été tout un pivot, des gros changements opérationnels. Et ça a demandé beaucoup d'énergie. Et puis après, derrière, c'est tout simplement très vite se rendre compte que la demande client n'était plus la même et donc réorganiser nos opérations pour accélérer sur la partie course et supermarché qui a triplé de volume et de chiffre d'affaires pendant le confinement, là où la partie plat cuisiné, effectivement, souffrait plus. Et donc, très vite prendre compte de cette nouvelle réalité et réorganiser nos opérations et nos flux logistiques pour adresser cette nouvelle demande. Voilà. On va y revenir plus dans le détail. Melvina, est-ce que vous partagez ce constat est-ce que tu partages ce constat de finalement, on n'a pas une nouvelle tendance qui émerge de nulle part, mais on a une accélération de choses qui se tramaient déjà en fond? Alors, bonjour à tous, ravi d'être là. Beaucoup des choses que tu disais, Julia, résonnent énormément par rapport à ce qu'on a vécu chez Deliveroo. Avant de répondre exactement à ta question, juste un petit mot d'introduction. J'ai toujours du mal avec l'association du mot Covid et du mot opportunité quand on pense évidemment à la grosse crise sanitaire que ça a été et évidemment la grosse crise financière qui en sort. Comme tu le disais, ceci dit, ça a été une accélération de pas mal de tendances. Pour nous, chez Deliveroo, ça a été l'occasion aussi de réfléchir de réfléchir davantage à notre purpose, comme on dit, en tant que société, en disant quelle est notre contribution à l'écosystème qui est le nôtre et comment on peut aider, comment finalement on peut faire en sorte que tout l'écosystème se porte mieux. Ça a pris plusieurs dimensions. L'une d'entre elles, comme tu le disais, c'est vis-à-vis de la demande des consommateurs il y a eu plusieurs moments et plusieurs tendances, mais l'une d'entre elles, c'est effectivement un appétit pour les courses de proximité. Donc pareil, on a développé cette activité des courses de proximité avec un partenariat avec les enseignes du groupe Casino et on a vu une demande s'accélérer énormément pour les courses d'appoint. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a eu la nécessité de rassurer les consommateurs sur tous nos protocoles effectivement de livraison. Donc il y a eu tout un travail qui a été mis en œuvre évidemment, gestes barrières, mais de livraison sans contact, qui était extrêmement importante aussi pour rassurer le consommateur et bien sûr pour protéger éventuellement de risques sanitaires. Mais au-delà de la protection, il y avait un énorme rôle de communication là-dessus. Et d'ailleurs, dans les tendances que le Covid a accélérées, c'est cette notion de finalement, c'est safe de se faire livrer des repas à domicile. Et c'est vrai que ce qu'on a pu voir, c'est que énormément de consommateurs qui n'avaient pas coutume de commander ces plats de restaurant à domicile ou qui n'avaient, ou même des régions ou des villes de France qui n'avaient pas, ce business aussi développé, on a vu qu'il y a eu une accélération de la maturation du marché parmi ces segments géographiques ou ces segments de consommateurs. Et également dans les tendances que ça a accéléré, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais nous, on a vraiment vécu ça comme l'occasion d'augmenter notre lien avec nos partenaires restaurateurs et nos livreurs partenaires.
Avec les restaurateurs, dès le jour 1 du confinement, on a eu énormément d'interrogations puisque eux-mêmes ne savaient pas s'ils allaient continuer à opérer, être ouverts complètement, être ouverts juste pour la livraison, fermés complètement. Et on a vu dans les 48, voire premières heures, j'allais dire presque les 48 premiers jours, énormément d'allers-retours. Et notre rôle a vraiment été de s'inscrire auprès d'eux en tant que partenaire. Partenaire d'abord pour les aider à identifier comment mieux opérer dans un monde où les salles sont fermées et où la livraison prend beaucoup de place. Ça veut dire les aider aussi à identifier quels sont les bons menus, quels sont les bons moyens marketing pour se mettre en avant, quels sont aussi les bons protocoles de livraison, puisque eux aussi ont dû mettre en place ce qu'on appelle non pas la livraison sans contact, mais le pick-up sans contact. Donc il y a eu énormément de travail opérationnel auprès d'eux. Et puis, on a cherché effectivement à les aider à développer leur chiffre d'affaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a par exemple mis en œuvre de nouveaux types de business model avec eux, avec ce qu'on appelle le click and collect, qui est finalement, on va dire, la livraison, enfin pas la livraison, la possibilité de commander sa commande en ligne, mais de venir aller la chercher, donc sans billet, sans intermédiation, par de la livraison. Pareil pour les restaurants, on a aussi travaillé sur des mesures financières pour les aider. Donc typiquement, ce click and collect, on l'a démarré avec ce qu'on appelle du freemium, en leur permettant d'avoir finalement accès à ce service-là sans payer de commission pendant un moment. Également en modifiant, on va dire, la fréquence de paiement, de nos paiements vis-à-vis d'eux. Donc il y a eu énormément de mesures vis-à-vis des restaurants. Et ça fait partie de ces choses où on a amélioré le lien avec les restaurants, amélioré notre partenariat, et d'ailleurs vu de très nombreux restaurants nous rejoindre pendant la période, puisqu'ils ont été 3000 à nous rejoindre entre eux, on va dire, avant la crise du Covid et maintenant. Et enfin, troisième temps de la danse, puisque pour nous c'est un des piliers fondamentaux, c'est effectivement tout le travail que l'on fait avec nos livreurs partenaires, où on s'est attaché à évidemment garantir leur sécurité, puisque la livraison de repas a été identifiée comme un élément essentiel pour l'économie. Donc le gouvernement a souhaité maintenir cette activité comme une activité essentielle, qui a permis aux consommateurs les plus vulnérables d'avoir de quoi s'alimenter, ou j'allais dire aux femmes qui travaillent, mais les hommes aussi, d'avoir la livraison de repas à la maison pendant qu'on a les enfants à gérer, qu'on travaille en même temps et que c'est pas facile. Donc il y a eu vraiment cette vocation essentielle de l'offre. Et du coup, dans ce contexte-là, on a beaucoup, on va dire, on doit beaucoup aux livreurs partenaires avec lesquels nous travaillons. Donc, ce sont les travailleurs indépendants, mais sans lesquels on ne serait pas là aujourd'hui. Et grâce à qui on a réussi à délivrer ce service essentiel. Et on a pris effectivement l'engagement d'améliorer leur sécurité et de vraiment travailler pour leur permettre d'opérer en toute sécurité. Et enfin, dernier point, puisque tout ceci, on va dire, c'est les 3 piliers, on va dire, importants de notre business. J'allais dire, comme l'a mentionné Julia, on a eu effectivement, nous aussi, des actions conscientes de notre rôle essentiel, de dire comment on peut aider la communauté. Et de la même façon que d'autres intervenants, nous avons cherché à aider en fournissant de la nourriture au personnel hospitalier grâce à la collaboration de nos consommateurs, de nos livreurs partenaires et des restaurants, dont la générosité a finalement permis, on va dire, de faire le bien autour de nous. Alors, on va quitter le monde de la livraison de nourriture à domicile un instant pour aller plutôt du côté de chez vous, Elisabeth. Qu'est-ce que vous avez vu pendant cette crise chez vos clients? Quelle réaction qui vous a laissé penser que finalement il fallait tenter peut-être 2-3 choses différemment? Oui, d'abord aussi ravie d'être avec vous. Et peut-être que je dirais quelques mots sur Conto, comme c'est un secteur différent. Donc, Conto a été fondé en 2016 par des fondateurs qui cherchaient vraiment à simplifier la gestion financière pour les entreprises. Et cette mission est devenue, je dirais, encore plus forte pendant la crise où la gestion de l'argent, de payer des salariés, de vérifier que l'argent est sécure, c'était encore plus important. Et chez Conto, c'est à la fois le fait d'avoir un concurrent et puis après de simplifier aussi, d'avoir aussi
de gestion des frais des cartes bancaires qui peut être fait aussi digitalement et aussi de se synchroniser aussi avec des outils comptables afin de faire gagner du temps pendant une période quand même difficile où tout de suite on se pose des questions comment est-ce qu'on va avancer avec l'entreprise et les employés. Et je reprends un peu ce qui a été dit. En fait, dans un sens, le plus important, c'était de rassurer nos clients qu'on était toujours là pour eux. Et c'était ça a plutôt révélé d'aller plus vite les forces de Conto, à la fois d'être 100% digital et aussi le fait de service client et la transparence. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qui était important? Il y avait des personnes qui avaient besoin d'ouvrir des comptes, qui avaient besoin de créer des entreprises pour justement créer des entreprises, même pour participer dans les différents domaines pour aider. Et c'était quelque chose qui a pu être fait dans quelques minutes de manière facile en ligne. Et puis aussi, nos clients, ils avaient besoin aussi d'un service client qui était disponible 7 jours sur 7 avec des questions. Et aussi, je pense que ce que ça a révélé aussi, une transparence aussi dans la communication, où c'était nos équipes de communication que très vite, il fallait expliquer, trouver une façon de communiquer, à la fois rassurer, mais aussi même reconnaître quand on a eu des quelques soucis, qu'il y avait des délais de livraison des cartes, de communiquer pour éviter des mauvaises surprises. Et puis aussi d'essayer de trouver des solutions de manière très réactive. Donc, par exemple, on a vraiment mis en avant nos cartes virtuelles pour rendre possible les gens d'avoir des cartes virtuelles et payer en ligne. Et je pense qu'on va revenir dessus, mais clairement, je pense que le challenge de ça est de continuer à innover. L'innovation, c'était vraiment dans nos équipes et le fait qu'on a pu continuer à soutenir cette croissance, de soutenir nos clients. Et ça a obligé d'un jour à le lendemain un changement de comment on travaille ensemble, comment est-ce qu'on sert nos clients. Afin de deliver sur notre promesse, sur nos clients et de aussi protéger nos employés. Donc, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit, mais c'est quelque chose qui, tous les jours encore, c'est un travail toujours de tous les jours afin de nous permettre de continuer à recruter, de onboarder les équipes et créer une ambiance pour permettre nos équipes de travailler dans les bonnes conditions. Et concrètement, ce réflexe d'innovation se fait comment? Vraiment dans le concret du quotidien? C'est-à-dire que c'est les clients qui appellent, qui disent il me faut une nouvelle solution, ou vous réunissez les équipes et vous dites là on a une chance d'y aller, il faut qu'on fasse autrement? Comment ça s'est fait très concrètement? Je pense que c'est vraiment deux choses. Il y a un qui est vraiment une écoute des clients. C'est le fait qu'on est très près de nos clients, je regarde sur Slack des commentaires, on regarde sur les réseaux sociaux, on parle à nos clients tous les jours, on est clients nous-mêmes. Et la deuxième chose, c'est d'être très réactive, et je crois que toutes nos équipes, ils sont très, très réactifs. Et si je parle des valeurs de Conto, c'est vraiment des valeurs à la base de Conto, à la fois d'avoir cette ambition de bien servir nos clients, ce qu'on appelle mastery, qui est tous les jours de constamment s'améliorer. Du coup, ce n'était pas un choc de changer de l'heure à lendemain. Les équipes, j'étais très fière parce qu'ils étaient prêts. Et puis aussi, clairement, l'intégrité de continuer à toujours réfléchir à nos employés et à nos clients. Et finalement, c'est vraiment le teamwork, c'est vraiment ce travail d'équipe parce que c'est dans le fait que quelqu'un prend le temps d'écouter quelqu'un, qu'on voit qu'il n'y a pas simplement des risques de Covid de santé, mais aussi des risques d'isolement, d'autres risques. Et je pense que c'est à la fois le teamwork qui permet de protéger nos équipes et puis aussi de permettre des bonnes conditions pour, du coup, aller au-delà et servir nos clients.
La gestion des salariés et des travailleurs est forcément un peu plus particulière, peut-être dans le secteur de la livraison alimentaire, parce qu'on a ce modèle dual, donc de salariés en interne et de travailleurs en externe. Comment vous avez géré la mobilisation des salariés en intégrant cet aspect-là, peut-être en commençant par Frishti Nous, on a considéré que les livreurs qui travaillaient pour nous étaient comme devaient être protégés au même titre que nos salariés. Donc, on a transformé tous nos process opérationnels. On a mis en place la livraison sans contact. On a fermé certains de nos sites logistiques qui ne permettaient pas de respecter suffisamment de distanciation. On a fait tourner nos cuisines à marche ralentie pour pouvoir avoir moins d'effectifs sur place présents à un même moment et faire des équipes A, B, C. Changer tous nos process pour s'arrêter tous les quarts d'heure de travailler, de cuisiner, de préparer pour se laver les mains et désinfecter l'ensemble des surfaces. Donc ça a été la mise en place de tout un protocole sanitaire extrêmement beaucoup plus lourd que ce qu'on avait l'habitude de faire. Après, on est des restaurateurs, donc c'est notre métier aussi que de savoir respecter des mesures d'hygiène. On les a juste un petit peu renforcées. Et après, je dirais que ce qui a été peut-être un petit peu plus compliqué, c'était pas la différence entre les auto-entrepreneurs et les personnes sur le terrain en interne, mais plus la différence entre les salariés du siège qui, eux, pouvaient travailler de chez eux et ne pas prendre le risque, ne pas prendre les transports en commun, ne pas prendre le risque d'aller sur le terrain, versus tous ceux qui étaient sur le terrain. Alors qu'on est une entreprise qui, avons beaucoup d'activités en interne et espérons créer vraiment une vraie cohésion et solidarité entre les équipes. Et là, il y avait une injustice de fait que certains devaient se lever et aller bosser et sortir et prendre un risque, et les autres pouvaient rester chez eux parce que manifestement leur travail envoyer un email ne nécessite pas d'être dehors sur le terrain. Donc déjà, on a essayé de créer des ponts et d'inviter beaucoup les gens du siège, même si on ne les obligeait pas, à se rendre sur le terrain et à aider les effectifs sur le terrain, parce qu'en plus il y avait quand même pas mal d'absentéisme en raison parfois de cas Covid, etc. Et puis aussi les équipes du siège, pour le coup, elles ont énormément travaillé aux initiatives de solidarité dont j'ai parlé. On a quand même distribué des repas dans les hôpitaux, monté un collectif pour les sans-abri, on a distribué 34 000 repas aussi pour les sans-abri, fait énormément de choses qui ont collectivement donné beaucoup de sens à notre mission d'entreprise. Et on avait l'impression de faire continuer l'activité, oui, pour nos clients, mais aussi pour les personnes âgées. On a monté une hotline aussi, pareil, gérée par les gens du siège, pour que les personnes âgées puissent passer commande par téléphone et pas avoir à passer commande vers les applications. Et en fait, il s'est trouvé que c'était aussi devenu presque une hotline pour les personnes âgées seules, où globalement, c'était leur seul point de contact humain pendant la journée. Donc, quand les équipes terrain ont vu que le siège se mobilisait d'une manière extraordinaire pour mener ces actions de solidarité, en fait, on s'est tous sentis... Ça a été en fait un moment extrêmement fort de culture d'entreprise et ça nous a beaucoup rassemblés. Et donc, je pense qu'on a évité un écueil potentiel. Ça n'a pas été facile. Et oui, tout le monde n'était pas traité à la même enseigne, mais on s'est tous vraiment bougés pour s'en sortir et aider le plus de personnes autour de nous. Voilà. Alors, pour rebondir sur ce qui a été dit sans répéter, 2-3 points que vous avez mentionnés, que j'aurais pu tout à fait évoquer également. Tu as parlé de écouter le consommateur, écouter le restaurateur, écouter le livreur partenaire. C'est évidemment, ça a été un must. L'agilité, le pragmatisme en interne, ça a été extrêmement, j'allais dire bluffant, mais presque émouvant de se dire comment tout le monde a envie de se relever les bras devant un tel défi. Et tu parlais de culture d'entreprise. C'est vrai qu'on a vu un élan de solidarité et on avait vraiment vu une culture d'entreprise qui s'est renforcée malgré, en effet, la distance et le travail de la maison. Alors, pour la partie livreur partenaire, il faut savoir que Deliveroo travaille avec environ 11 000 livreurs partenaires qui sont donc des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs et qui avaient la possibilité de continuer à travailler. Alors j'insiste sur le mot possibilité, c'est-à-dire que le gouvernement a décrété, on va dire, que l'activité de livraison était une activité essentielle, donc qu'ils pouvaient continuer à opérer. Et nous avons évidemment laissé le choix à ces livreurs partenaires de décider ou pas de continuer à opérer. Donc la première chose, c'est que les livreurs qui ont travaillé avec nous pendant cette période-là sont des livreurs qui le faisaient en décidant de le faire et finalement en étant aussi heureux de pouvoir apporter cette contribution financière à leur finance, on va dire, familiale. Ceci étant dit, notre mission a été vraiment de garantir leur sécurité et leur sérénité.
C'est vraiment les deux choses, c'est-à-dire que d'un point de vue sécurité, on a parlé de toutes les mesures barrières et autres choses sans contact, mais il y a effectivement tout un protocole sanitaire qui a été développé, la livraison de masques, la livraison de coupons de réduction pour s'acheter des masques et des gels pour ceux qui n'avaient pas la livraison des masques arrivée tout de suite. Et il y a eu aussi la mise en œuvre de fonds financiers pour les aider, à savoir une indemnisation en cas une compensation en cas de cas Covid ou de cas quarantaine pour que les personnes puissent s'arrêter de travailler tout en étant indemnisées. Et donc c'est vrai que, comme on en parlait tout à l'heure, il y a vraiment eu cette augmentation du lien avec les livreurs partenaires qui nous donnent envie de continuer la démarche qui est la nôtre, à savoir de continuer à pousser pour à la fois maintenir la flexibilité de ce statut d'auto-entrepreneur, flexibilité qu'ils demandent, avec aussi la possibilité de leur garantir de la sécurité ou des mesures sociales qui leur permettent d'avoir la protection qu'ils méritent, puisqu'encore une fois, ils ont été formidables pendant toute cette période. Merci. Merci à toutes les trois. Notre temps est écoulé. Peut-être avant de vous quitter, je fais un petit sondage dans la salle. Pour la fin de l'année 2020, ceux qui pensent qu'on est plutôt côté opportunité, levez la main. Ceux qui pensent qu'on est plutôt côté menace, gardez-la baissée. Plutôt mitigé, mais on va dire optimiste. Allez, merci beaucoup de votre attention. Merci à vous. Merci. Merci.